Tout le monde a des bébés et sauf toi, et tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis cofondatrice de l'association Happy Moi, l'association pour tous les gens qui n'ont pas réussi à être parents, et je suis sur Riwell. J'ai 50 ans, je vis en région parisienne avec mon conjoint et nous n'avons pas d'enfants malgré notre parcours long, pénible de procréation médicalement assistée. Alors tu as monté une association, est-ce que tu peux nous en parler? Pendant notre parcours, on s'est rendu compte qu'on n'était ni accompagnés, ni préparés au potentiel échec. Ça nous a vraiment manqué. Et à la fin du parcours, on s'est retrouvés un peu le bec dans l'eau. On avait l'impression qu'on était seuls au monde pour qui la PMA ne fonctionnait pas. C'était vraiment difficile de trouver des gens qui, comme nous, avaient échoué et ne continuaient pas à se battre avec un discours de winner où on ne se retrouvait pas en fait. Et quand j'ai retrouvé la joie de vivre, je me suis dit mais c'est trop bête que mon expérience ne bénéficie pas à toutes celles et tous ceux qui vivent la même chose aujourd'hui. J'ai mûri cette idée d'association, donc j'ai appelé Happy Moi. L'objectif c'est d'aider tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, quelle qu'en soit la raison, des échecs de PMA, des maladies qui rendent toute grossesse impossible, parce qu'on est célib et qu'on ne se voit pas parent solo, ou qu'on est en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants et qu'on veut plus, le désir d'enfant, qui n'a jamais été accompli. Et du coup, on se sent triste, on se sent en décalage par rapport à la société. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est dire aux gens, vous n'êtes pas seuls, ne nous cachons plus. On est hyper nombreux dans ce cas-là. C'est juste qu'en fait, on est dans l'angle mort de la société. On ne parle pas de nous. Et ça, c'est le deuxième objectif de l'asso. Le premier étant d'accompagner. Le deuxième, c'est sensibiliser le grand public à ce sujet. Donc, tu as des chiffres, justement. En France, on sait combien de personnes n'a pas, par tous les moyens possibles, à avoir un enfant? En 2021, une tentative d'AMP, donc assistance médicale à la procréation, donc une tentative sur 6 aboutit à une naissance. Donc c'est pas foufou, hein. Non. Donc ça, ce sont pour les chiffres en France. Et en termes d'adoption, puisque l'adoption est souvent brandie comme la solution miracle pour tous les gens qui peuvent pas avoir d'enfants, t'as qu'à adopter. Mais l'adoption, c'est pire. En fait, les stats 2022, c'est à peu près 9% des gens qui ont l'agrément, qui réussissent à adopter, que ce soit en France ou à l'étranger. Toi, avant de savoir que ça allait être compliqué d'avoir des enfants, qu'est-ce que tu projetais sur cette maternité? Pour moi, les enfants, ça faisait partie d'un schéma de vie classique. Autour de moi, tout le monde avait des enfants. Donc je pense que je ne savais même pas que c'était possible de ne pas avoir d'enfants. On fait des études, on trouve un travail, on trouve un chéri ou une chérie, on se marie, et puis on fait des enfants et on achète un Volvo Break, un Labrador et un pavillon en banlieue. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que tu as voulu tomber enceinte? J'ai su que j'étais infertile avant que mon désir d'enfant n'ait vraiment été super conscientisé et urgent. Je savais que je voulais des enfants, mais je ne savais pas quand. J'avais pas cette envie répressive, oh là là, maintenant tout de suite. Et quand j'ai eu 32 ans, j'ai eu des douleurs gynécologiques donc, qui ont été suivies d'une opération. Et là, on m'a dit, ouh, madame, endométriose, vous aurez des problèmes pour avoir des enfants, mettez-y-vous tout de suite. Donc, avant même d'avoir laissé le désir d'enfant mûrir gentiment, j'ai su que ça serait compliqué d'en avoir. Et là, ça m'a fait complètement vriller. Ça a faussé toute réflexion, toute émotion, puisque je ne me considérais plus que comme une femme potentiellement infertile. Et comme justement, j'avais pas d'exemple social de femme sans enfant, qui soit une femme normale, c'est-à-dire qui n'est ni astronaute, ni marathonienne, ni Oprah Winfrey. Donc tout ça, ça a créé beaucoup d'anxiété. Et puis en plus, quand on est une femme, c'est pas très joli comme terme, mais on a une date de péremption. En tout cas pour les gens, pour avoir un enfant. Voilà. Moi, j'avais vraiment l'horloge biologique qui s'est déclenchée. Je me suis dit, plus j'attends, plus ça va être compliqué. Mais je me suis jamais dit impossible. Donc c'est là que la PMA arrive. Alors là, essais naturels qui n'ont pas fonctionné. Ensuite, essais naturels monitorés. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut prendre sa température tous les matins que Dieu fait à 6h du matin avant de poser le pied par terre, même les week-ends, même les jours fériés. Ça peut faire rire et dire c'est rien, mais en fait, cumulé à tout le reste, si c'est pénible, parce qu'en plus, il faut avoir un régime alimentaire spécial, donc pas de charcuterie, pas d'alcool, pas de fromage au lait cru, la moitié de mon alimentation, on va pas se mentir. Des rapports sexuels à jour et presque heure fixes, donc ça casse un peu l'ambiance, et donc ça n'a pas fonctionné. Ensuite, 4 inséminations artificielles qui n'ont pas fonctionné non plus. Et là, je me sépare de mon conjoint. Je pense que la PMA a été un accélérateur de séparation, mais ça n'a pas été la raison qui a fait que le couple ne fonctionne pas. Et je me retrouve en 2009, à 35 ans, célib, infertile. Les mentalités étaient encore moins évoluées que maintenant. Donc j'étais considérée par tout mon entourage un peu comme la pauvre fille, quoi. T'as pas de mec, t'es pas une successwoman dans le boulot, et
et ça va être compliqué d'avoir des enfants, mais en fait, t'es une loseuse, quoi. Tu ressentais une pression, tu ressentais Complètement. vraiment ça? Ouais. Ou c'était aussi quelque chose que tu te renvoyais toute seule? Les deux, je pense. Donc tout ça, ça te donnait encore plus envie de retrouver quelqu'un et de retenter d'avoir des enfants, ou finalement de miser tout sur ta carrière? Moi, je ne suis pas carriériste. J'aime mon boulot, mais j'avais pas forcément les dents qui rayent le parquet. Alors j'ai connu Mythique, puisque les applis n'existaient pas à l'époque. Les mecs de mon âge souvent cherchaient des filles plus jeunes. Et moi, j'avais ce tic-tac-tic. Il faut que je rencontre quelqu'un qui a envie de fonder une famille. Ouais. Mais il faut laisser le temps à la magie d'opérer. Et là, j'avais pas le temps. Donc du coup, ça a été un désastre Mythique. Ouais. Mais tu as rencontré quelqu'un. Et alors là, au boulot en plus. Donc pas du tout le truc prévu. Et donc c'était comme dans les films américains, on se voit, tout est flou autour, plus rien n'existe que lui. Voilà, vraiment l'amour fou. J'avais 36 ans, on est encore ensemble maintenant, et j'ai toujours ce truc, quand il rentre le soir du boulot et qu'il passe la porte, j'ai toujours ce petit moment avec les petits oiseaux qui chantent, voilà, le kiff. Quand est arrivé le désir, enfin la volonté de refaire un bébé alors? Cette difficulté à avoir un enfant, je ne savais pas trop comment la positionner par rapport à mon désir personnel. Ça brouillait vraiment toutes les données. Et j'avais vraiment envie d'avoir une relation normale qui a le temps de se construire, mais en même temps, je ne voulais pas mentir à mon compagnon, parce que c'est quand même quelque chose de fondateur dans une relation, d'avoir des enfants ou pas. Tu lui as tout de suite dit? Voilà, il habitait en province, on ne se voyait pas tout le temps. Donc je lui ai dit au bout de 6 mois. L'idée, c'était de ne pas lui mettre la pression, même si ça allait un peu lui mettre. Et moi, je ne savais pas trop où j'en étais. Ce qui était sûr, c'est que je voulais vivre cette belle histoire d'amour avec lui et que je voulais jamais que ça s'arrête. Et c'est lui qui, 2 ans et demi après, quand on a habité ensemble, m'a dit un jour, je voudrais qu'on ait des enfants. Donc là commence le parcours PMA. J'avais 38 ans, on va directement à l'hôpital, en fait, pour faire des FIV. Tu peux nous expliquer ce que c'est, la PMA, les FIV, tout ça? Alors, donc une FIV, c'est une fécondation in vitro. C'est une technique qui a plus de succès que l'insémination artificielle. La femme a un traitement de stimulation hormonale pour lui faire produire des ovocytes. À un cycle normal, sans stimulation, on en produit un, normalement par cycle. Et là, on en fait produire plein pour ensuite les ponctionner, les mélanger avec le sperme de monsieur en laboratoire, c'est le in vitro, et les faire mûrir pour faire des embryons, et ensuite les transférer, c'est le mot scientifique, dans madame pour que ça donne un bébé. Donc moi, j'ai fait 3 FIV en 5 mois. Je ne suis jamais tombée enceinte. J'étais ce que les docteurs appellent très joliment une mauvaise répondeuse. On me donnait des traitements de cheval, et quand on demandait au médecin « mais pourquoi ça ne marche pas ?», soit ils ne nous répondaient pas, soit ils nous disaient je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Au début des procédures, on nous avait dit « oh, mais tout va bien, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter ». Et en fait, très rapidement, on nous a dit « non, mais ça ne marchera jamais avec vous. Allez en Espagne acheter des ovocytes, là, vous avez peut-être une chance ». Pendant la PMA, comment on gère sa vie, son travail, sa fatigue? Alors moi, personnellement, je n'ai pas géré. Je n'ai pas du tout géré. Ça a été 5 mois horribles. Quand on fait une PMA, tous les 2 jours le matin, on va faire des échographies et des prises de sang pour vérifier que le corps réagit bien aux stimulations hormonales. Et quand l'hôpital est très loin de chez vous, il faut se lever à 4 h du matin pour être à 7 h à l'hôpital. Ensuite, donc, vous faites la queue, vous attendez, dans une salle d'attente où il n'y a que des faire-part de naissance. Donc vous vous dites en plus, ça va marcher puisque regardez tous ces bébés, ça a bien fonctionné. Et ensuite, le médecin vous examine, vous dit d'ajuster la dose de stimulation ou pas. Vous arrivez au boulot, il est 10 h du matin. Vos collègues vous disent « ah pourquoi t'es en retard, t'as pourtant pas d'enfant amené à l'école ». Vous faites votre journée de travail en speed et vite, le soir, vous vous dépêchez de rentrer pour être à l'heure pile chez vous pour vous faire la piqûre avec la stimulation hormonale. Et non, on ne peut pas la prendre avec nous parce qu'elle a besoin d'être au frigo. Et moi, à l'époque, il n'y avait pas de frigo dans mon boulot. Donc en fait, c'est que du speed. Les gens qui disent « non mais vivez normalement, faites comme si de rien n'était », moi, j'ai pas réussi. Voilà. Non, mais je sais pas qui peut, parce qu'il y a aussi la fatigue du traitement. Voilà. Il y a les hormones qui montent et qui descendent. Exact. Plus le stress, parce que c'est hyper stressant. Exactement. Parce qu'on a l'impression quand même qu'on joue sa vie à chaque fois. Et qu'on n'a pas 10 000 possibilités non plus. Là, en France, on a le droit à 4 FIV remboursés par la Sécu. J'arrivais pas à faire les 2 en même temps, en fait. Ou à me dire, allez, ce soir, on va au cinéma. Non, mais ce soir, je dors.
Je- Et en parlant de stress, ça repose aussi beaucoup sur toi. Quel est le rôle réel du compagnon? Qu'est-ce que lui, il ressent à ce moment-là et comment l'impliquer? Parce qu'on a besoin de lui, mais c'est pas 50-50. Alors moi, j'avoue, comme j'ai fait 2 protocoles avec 2 compagnons, je peux un peu comparer. Euh, La première fois, c'était vraiment moi toute seule. Il venait que quand on avait besoin de son dépôt. La deuxième fois, enfin mon compagnon, à chaque fois, il m'a accompagnée. C'est pour faire un bébé qui serait notre enfant à tous les deux. On faisait tout ensemble et ça a permis, je pense, de souder le couple. Et ensuite, quand on a renoncé à poursuivre, c'était vraiment une décision à deux. Et moi, j'avais vraiment peur en décidant d'arrêter que mon compagnon prenne ça pour un caprice. Mais c'est bon, tu peux bien faire encore une FIV, quoi. Alors que pas du tout. C'est culpabilisant le fait que ça fonctionne pas. Oui, c'est culpabilisant. L'infertilité était de mon côté. Pendant le deuxième protocole, on m'a découvert le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, en plus de l'endométriose. Ouais. Et donc, je me dis, mais pourquoi j'ai tout ça, en fait? Comment ça se fait qu'on s'en soit jamais rendu compte, à 38 ans? Comment ça se fait qu'il y ait d'autres filles qui aient ces pathologies et pour qui ça marche? Donc on se dit, peut-être que ça ne marche pas parce que dans ma tête, je ne le veux pas vraiment. Et du coup, plein de nœuds au cerveau absolument inutiles qui rajoutent du stress et vraiment ce sentiment d'être responsable, mais de ne pas savoir quoi faire pour que ça marche en fait. Alors, il y en aura un qui aurait pu apporter une réponse, c'est le corps médical. Est-ce que lui, il est aidant? Est-ce qu'il accompagne les couples comme il faut? Non, que dalle. Vraiment rien du tout. On a testé 2 hôpitaux en fait. Un hôpital public où là c'est vraiment à la chaîne. On se fait mal parler. Enfin, je jette pas la pierre sur les soignants parce qu'ils sont en sous-effectif. Mais factuellement, voilà, on est maltraités. Mais ouais, eux, ils nous ont vraiment envoyé chier, mais d'une force. Et quand on a voulu savoir pourquoi la FIV n'avait pas marché, on a dû jouer des pieds et des mains pour juste avoir un rendez-vous de débrief. On l'a eu en payant un rendez-vous dans le cabinet privé du médecin, qui nous a dit, bon écoutez, pour vous faire plaisir, je peux vous refaire une FIV, mais ça ne marchera pas. À quel moment ça fait plaisir de faire une FIV en fait? Et donc on a vraiment l'impression de gens qui sont hors sol. Et la société, comment elle accueille les femmes sans enfants ou ses traitements ou tout ça? Alors moi je ne l'ai pas dit à l'époque, je l'ai dit qu'à 1 ou 2 collègues très proches. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a une honte aussi? Il y avait la honte, ouais, complètement. Je travaillais dans la banque, donc qui est quand même un secteur assez traditionnel, où beaucoup de gens sont mariés et parents. C'est vraiment très genré, très tradi. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup de peine aussi, qu'on n'a pas forcément envie d'étaler à des collègues. Quoi. Parce que finalement, ça, c'est quelque chose de privé, alors que quand tu es enceinte, c'est pas du tout privé. Bah oui. Et puis surtout que quand tu es enceinte, en fait, l'employeur a des droits à respecter envers toi. Et maintenant, ça a changé. Tu as droit à des autorisations d'absence quand tu fais de la PMA, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, forcément, tu es vraiment tout seul face à ça. Et de manière générale, l'entourage marche sur des œufs. Et très souvent, tu as l'impression qu'ils font comme si ça n'existait pas, qu'ils s'en foutent. C'est pas terrible. Soit ils disent des trucs très maladroits, qui partent pas forcément d'une mauvaise intention. Par exemple, quelqu'un qui a plusieurs enfants qui te dit « Non, mais c'est pas grave de pas avoir d'enfants, on peut être heureux sans… » Comme en fait, on n'a pas ce qu'on attend en retour, les rares fois où on ose se confier, du coup, on ne dit pas. Et on reste enfermé. En fait, on a envie d'en parler à quelqu'un qui vit la même chose que nous. Et ça, j'ai mis du temps à trouver. Et le jour où j'ai trouvé, ça a été le premier jour du reste de ma vie. Tu sais, comme le petit phare dans l'obscurité. Oh, enfin, des gens qui vivent la même chose que moi. Et quand tu es dans une communauté, que tu vis les mêmes trucs, tu sais, tu n'as pas besoin de te dire les choses. Tu te comprends. Et ça met du baume au cœur. Alors, pour avoir des enfants, il existe d'autres moyens. On a un petit peu parlé tout à l'heure, dont l'adoption. Tu as essayé, toi ? Nous, quand les FIV ne marchaient pas, on a posé les choses sur la table très rationnellement. Et on s'est dit, OK, c'est quoi les autres options pour avoir des enfants? Il y avait le don d'ovocytes à l'étranger, parce qu'en France, j'étais pas éligible, j'étais trop vieille. Donc à l'étranger, c'est payant. On avait demandé un devis. C'est affreux de parler de devis, mais c'est le terme. Et à l'époque, c'était 8 000 € pour une tentative en Espagne. C'était pas très précis. Combien d'ovocytes? Comme moi, j'avais de l'endométriose, je ne savais pas si le fait de ne pas réussir à tomber enceinte, est-ce que c'était à cause de mes ovocytes qui étaient un peu moisis, ou c'était à cause aussi de mon utérus qui, du fait de l'endométriose, n'était pas propice à l'anidation. Ça me fatiguait déjà d'aller à l'autre bout de l'Île-de-France pour faire des FIV, d'aller à l'autre bout de l'Europe pour en plus payer 8 000 €. Donc don d'ovocytes, non. Alors 8 000 € c'est cher, on trouvait. Bon, la GPA c'est 100 000.
C'est aux États-Unis. Juridiquement, c'est compliqué après, c'était, je ne sais plus maintenant, mais de revenir en France avec un bébé. Et puis bon, accessoirement, on n'avait pas 100 000 €. Il y avait l'adoption, on était plutôt chaud. Donc on s'est renseigné. Pour adopter, il faut un agrément en fait. Le Conseil général, je crois, donne un agrément après des rendez-vous, psy, assistante sociale et tout. Il y avait 28 000 agréments en cours en 2012 et il y avait eu 2000 adoptions. Donc, même en étant pas très douée en maths, je me rendais compte que ça faisait pas beaucoup et qu'en plus, les délais d'attente de l'adoption étaient longs et que c'est pas parce qu'on attendait que ça fonctionnait. Et surtout aussi que l'âge de l'enfant qu'on nous attribuait, si ça marchait, dépendait du nôtre. Donc, comme moi j'avais 38 ans, si j'attendais 5 ans, ça faisait un enfant pour mon âge entre 5 et 10 ans. Et moi, je ne me sentais pas de devenir la maman d'un enfant de cet âge-là, avec son vécu, ses traumas, et qui, s'il venait de l'étranger, en plus, j'aurais pas parlé la même langue que lui. Le fait de tout mettre rationnellement sur la table, on s'est dit, en fait, c'est cuit, quoi. Donc, arrive le jour où on doit faire le deuil. Alors, comment on fait ça? C'est pas un déclic du jour au lendemain, en fait. C'est, on va se laisser le temps d'y réfléchir. Et moi, ça a été, au bout de plusieurs semaines, ça a été clair que non, je me sentais pas de faire quoi que ce soit d'autre pour essayer d'avoir un enfant, en fait, de repartir dans cette spirale, de subir encore des échecs. Physiquement, on morfle. Moi, je voulais reswitcher sur ma vie de rêve avec mon chéri d'amour. Et moi, c'est blanc ou noir, je sais pas bien faire gris. Quand j'ai pris conscience que je voulais pas continuer, j'étais sûre qu'il allait me quitter. Il est plus jeune que moi, il a quand même 7 ans de moins. Il n'a pas de problème de fertilité. C'était lui qui m'avait demandé d'avoir des enfants. Donc je m'étais dit, forcément, il va partir pour une petite minette de 25 ans avec des ovaires en pleine forme. Et comme vraiment, on était très amoureux, ça fait un peu mièvre de dire ça, je voulais pas que ça se passe. Et quand je lui ai dit, il m'a répondu, ah, mais oui, mais moi aussi, je vais arrêter. Je me suis dit que c'était trop dur, c'était trop difficile. On n'avait qu'à être heureux tous les deux, que ça marchait très bien. Il est vraiment chouette, dis donc. Oui, il est vraiment bien. Et puis là où toutes les femelles mammifères réussissent, quoi. Tu sors dans la rue, il y a des femmes enceintes partout, des petits bébés. Tu vas chez un pote, le chat il attend des petits. Enfin, c'est une conspiration. Tout le monde a des bébés et sauf toi. Et tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et même si moi je suis pas spécialement croyante, tu dis mais c'est quoi mon karma? Tu t'es fait aider? Oui, j'arrivais pas à retrouver ma vie heureuse d'avant. Quand j'ai eu 40 ans, en fait, ça a été comme un déclic. Je me suis dit, ça y est, je suis à la moitié de ma vie. La moitié qui vient, elle va être moins funky parce que vieillissement, tout ça. Et cette deuxième moitié de ma vie, est-ce que je veux la passer à végéter dans une espèce de déprime ou est-ce que je veux justement être le vrai moi en fait, qui est sous ces couches de tristesse et qui n'arrive pas à m'en dépêtrer. Du coup, j'ai eu un suivi psy pendant presque 2 ans. J'ai essayé la sophrologie, l'acupuncture, la kinésiologie. Il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché, mais ça m'a aidé en fait à clarifier le pourquoi de mon désir d'enfant. C'est-à-dire, ok, avoir des enfants, ça voulait dire quoi en fait? Et comment, dans ma vie, je pouvais trouver une façon de satisfaire ce besoin-là. Et les professionnels m'ont aussi beaucoup aidé à déculpabiliser. Ils m'ont dit, mais écoutez, vous avez fait beaucoup plus de choses que la grande majorité des gens pour essayer d'avoir un enfant. Vous avez fait 7 tentatives de PMA, alors que la plupart des gens, ils couchent ensemble et puis ça suffit, entre guillemets. Alors comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je vis ma meilleure vie avec mon conjoint. On fait des choses qu'on aime, sans que ce soit extraordinaire. Ce qui compte, c'est de s'écouter, de prendre un peu de distance et de faire des choses qui nous font du bien, vraiment.